Ouais, tu commences oui, j'arrive. Ouais. Non, parce que comme il y a du bruit avec l'extérieur, je vais faire test de français. Si vous mettez vraiment pas votre montant, je vous ai planté un décor rwandais, un décor kosovar, entre guillemets, serbe au Kosovo, avec un certain nombre d'ingrédients, et où on retrouve toujours le mot désinformation, le mot administration américaine, en particulier démocrate, le camp Clinton, Madeleine Albright, etc., etc. Et alors ça me permet de faire le bond final sur l'Ukraine, parce que vous retrouvez, si vous regardez bien, tous ces ingrédients exactement face à la Russie, en Ukraine, aujourd'hui, où l'histoire ne commence pas le 22 février 2022, comme on le raconte. Alors c'est vrai que l'armée russe a franchi la frontière le 22 février 2022 pour rentrer en Ukraine. Ça c'est absolument vrai. Alors, on peut appeler ça comme on veut, invasion, agression, etc. Mais il faut remettre les choses à leur place. Les événements en Ukraine ont démarré en 2008 avec la révolution orange, puis en 2014 avec le putsch de Maïdan, je crois qu'il faut l'appeler ainsi, quand on renverse un gouvernement légitime et légal pour placer à la place un régiment, excusez-moi, un gouvernement tout à fait sorti du chapeau, il y a de quoi se poser des questions. Et quand vous regardez à la loupe les événements de Maïdan, ces tireurs embusqués qui tirent dans la foule sans discernement, quand vous voyez l'agitation d'une certaine Victoria Nuland, qui est aujourd'hui sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères américaines, et qui est elle-même, je pense, la digne remplaçante de Madeleine Albright dont je parlais tout à l'heure, quand vous voyez l'acharnement de l'administration américaine à américaniser l'Ukraine à partir de 2014, leur déconvenue devant les accords de Minsk en 2014-2015, Minsk 1, Minsk 2, leur volonté de saboter, alors je ne parle pas de Nord Stream, on pourrait y venir aussi, mais de saboter toute tentative de paix, leur volonté de prendre Zelensky, le joueur de piano debout, sous contrôle à partir du moment où il remplace Poroshenko, qui est éliminé du pouvoir, et le brave Zelensky qui disait « mais non, mais moi je veux la paix en Ukraine, je ne veux pas qu'on s'entraîne aux populations russophones de l'Est, elles ont le droit de vivre, elles ont le droit de vivre selon leurs traditions, leurs normes, leur langue et leur culture, je suis là pour la paix. » Rappelez-vous, et même Vladimir Poutine lui-même s'était félicité à l'époque des bonnes dispositions montrées par Zelensky, qui n'a évidemment rien respecté de ses engagements de l'époque, pris en main par l'administration américaine, qui est une marionnette entre les mains des Américains. Et à partir de ce moment-là, on voit la dégradation de cette situation dans le Donbass. C'est plusieurs milliers de morts, le Donbass, dans la population russophone, tués par l'armée de leur propre pays d'appartenance, du moins en théorie. Alors on oublie tout ça, il faut aller voir les cimetières d'enfants tués par les obus ukrainiens. Alors ce sont des enfants ukrainiens russophones, de religion orthodoxe, mais qui ont été tués par les armes de leur propre pays pendant tant d'années. Donc à un moment donné, on a en quelque sorte poussé Vladimir Poutine à sortir de ses frontières, on a réveillé l'ours russe, et c'est l'offensive de février 2022, à laquelle je ne croyais pas du tout. J'ai été interviewé par Sputnik 8 jours avant, et je leur garantissais main levée que jamais je n'imaginais une offensive russe. Je me trompais lourdement. Je crois que je n'étais pas le seul. Mais c'est pour vous dire que cette affaire d'Ukraine, quand je vois, on reprend la grille Volkov de la désinformation, quand je vois que tous les médias importants disent quasiment la même chose, attribuent la paternité de cette guerre dramatique
uniquement à Vladimir Poutine et aux Russes que le moindre crime de guerre est imputé systématiquement aux Russes. On pourrait en parler ici même, il y a quelques semaines, se déroulait une conférence où deux de mes amis, le général Pinar Legris et le général Alan Berdutik, parlaient de Russie et d'Ukraine. On parlait justement du massacre de Boutcha, qui a été un des leviers majeurs de cette désinformation sur les crimes de guerre. On a envoyé là-bas des gendarmes français. Je serais curieux de voir le rapport des gendarmes français. Je pense qu'on ne le verra jamais parce que de sources bien informées, les gendarmes français sont arrivés là-bas, tout avait été tellement manipulé qu'ils avaient eux-mêmes bien compris qu'ils ne devaient pas se faire manipuler eux-mêmes. Voilà. Donc je pense que Boutcha, c'est très clair, c'est pas du tout la version que donnent tous nos médias à longueur de journée, y compris d'ailleurs, je dois dire, et j'en ai un peu honte, certains officiers à la retraite ou en deuxième section qui s'expriment largement sur les télévisions, les radios, etc., pour dire des âneries, des âneries, mais des âneries graves, je pense. Voilà ce que je peux vous dire sur ce raccourci sur l'Ukraine. On pourrait parler longtemps. Je regrette beaucoup cette guerre fratricide parce que les Ukrainiens et les Russes sont très proches. Mais là aussi, à qui profite le crime? Je pense que le crime profite aux Américains, avant tout, qui ont relancé leur marché aux armements de manière très forte, qui ont relancé une Europe complètement soumise aux États-Unis d'Amérique, qui ont relancé la fracture qui n'était pas irrémédiable entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, entre la Russie en particulier et la France par exemple. Très longtemps à s'en remettre. La population ukrainienne souffre énormément. Je pense que la jeunesse ukrainienne est hachée et qu'elle manquera terriblement dans les années qui viennent à leur pays, comme manquait à la France et en particulier aux pays alliés et même à l'Allemagne en 1918 et pour les années qui ont suivi, toute cette jeunesse qui a été sacrifiée dans les combats de la Grande Guerre. Je pense qu'on va vers une situation évidemment tendue aujourd'hui. Néanmoins, je pense que c'est très, très personnel, je pense qu'il y a un rideau qui se déchire petit à petit, que les gens prennent conscience des manipulations médiatiques dont ils sont l'objet, du bourrage de crâne qui nous est dispensé à longueur de temps, et que de plus en plus de gens se posent des questions. Alors voilà, moi je le dis à ma manière, avec les mots qui sont les miens, avec l'expérience qui est la mienne. Voilà pourquoi j'ai fait ce pont audacieux, pour vous parler du Rwanda à l'Ukraine, en passant par le Kosovo. Pour moi, le mot qui résume tout cela, c'est la stratégie américaine, qui est une stratégie unipolaire, qui ne supporte pas les conséquences de l'effondrement de l'URSS, la disparition de l'OTAN. Il en était hors de question, c'était hors de question. C'est pour ça que maintenant l'OTAN propose au Japon, excusez du peu, d'adhérer au pacte de l'Atlantique Nord. Moi je pense qu'il y a quand même des problèmes de sémantique élémentaire. Il y a cette provocation. Poutine disait en 2017, il y a déjà maintenant 7 ans, 6 ans, Poutine disait, ce n'est pas nous qui allons vers l'OTAN, c'est l'OTAN qui monte vers nous comme une marée sans fin. Et les exemples, c'est bien sûr en 2019 le Monténégro, terre serbe, à l'époque aux mains d'un potentat qui est en difficulté aujourd'hui, mais qui a tout été d'ailleurs, qui a basculé du camp nationaliste serbe au camp le plus occidental et atlantiste possible. Mais pour une petite armée de quelques milliers d'hommes, c'est pas significatif, sauf que on voulait déjà montrer à la Russie que la manœuvre d'encerclement menée par l'OTAN était en route. C'est la Bulgarie qui conteste aujourd'hui d'ailleurs fortement son appartenance à l'OTAN, mais c'est la Roumanie bien sûr, c'est tous ces pays qui petit à petit, il y a la question de la Moldavie aujourd'hui, la Transnistrie qui se pose avec acuité, mais on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement dangereuse, extrêmement inflammable. Et alors moi je déplore profondément dans tout ça
la politique française qui consiste à soutenir l'un des deux belligérants, et à mon avis pas plus intéressant pour nos intérêts, si je peux me permettre, cette formule un peu courte. Et donc on alimente une guerre dramatique, avec du matériel disparate, avec mais une espèce de volonté, une espèce de bonne conscience qui serait qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. J'ai un ami qui est le père Kalka, aumônier parachutiste d'origine polonaise, qui a récemment écrit plusieurs lettres que je trouve remarquables pour dire que lui, polonais, aumônier catholique, parachutiste, pense en réalité que le camp du bien, ça peut choquer, est incarné par la Russie face au camp du mal qui est incarné par l'Amérique et ses proxys dont nous sommes malheureusement. Voilà ce qu'on peut dire de cette voilà ce qu'on peut dire en résumé, ce survol. Je sais pas surveiller le temps, mais j'ai peut-être un peu débordé. Non, c'est parfait. Je pense que si vous avez des questions, ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Pour terminer ce témoignage, j'insiste bien, c'est plus un témoignage qu'une conférence à proprement parler. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Oui, voilà. Quelle issue voyez-vous à cette guerre OTAN-Russie? Ce que je vais vous dire n'engage que moi. Je ne suis pas forcément d'accord avec tous mes camarades et mes amis avec qui j'en parle souvent. Ceux-là même qui étaient présents à cette table il y a quelques semaines. Mais personnellement, je pense que la Russie a d'ores et déjà gagné cette guerre. C'est-à-dire qu'elle a derrière elle un réservoir gigantesque de territoire, de population, donc j'allais dire de main-d'œuvre, passez-moi le mot, qui n'est pas le mot, de matériel, d'industrie, en particulier dédiée à des fins militaires. Et finalement, ce que voulait tout simplement Poutine, c'était en finir avec le problème du Donbass. Le problème de Crimée s'était réglé depuis 2015 déjà, mais il reste Odessa, qui est un vrai sujet, parce qu'à mon avis, je pense que les Russes convoitent Odessa, mais j'en suis pas sûr, je ne suis pas dans le secret des dieux, et c'est une impression personnelle, mais je pense qu'aujourd'hui, il va se passer des choses. Cette guerre ne sera pas forcément aussi longue que le prétendent certains, qui nous prévoient une guerre de plusieurs années, ou une guerre de position, style Corée du Nord, Corée du Sud, etc. J'en sais rien. Mais moi, mon intuition à moi, je peux me tromper, et je me suis déjà trompé, donc je dis ça avec humilité, mais mon impression à moi, c'est que cette guerre peut être plus rapidement terminée qu'on ne le croit, parce qu'à un moment donné, les Américains ont toujours lâché leur proxy quand ça commençait à coûter très cher, et qu'on n'en voyait pas la fin, et que, alors les exemples abondent, depuis le Sud-Vietnam jusqu'à l'Afghanistan. Alors des évacuations dramatiques à chaque fois, et peu glorieuses, il faut le dire. Et je pense que, personnellement, M. Zelensky a du souci à se faire pour sa propre sécurité, je pense. Il risque fort, un de ces jours, d'être lâché par la puissance tutélaire qui le manipule aujourd'hui. Alors, c'est un avis, et à ce moment-là, que restera-t-il de l'Ukraine? Eh bien, je vous dis, une nouvelle Ukraine partagée. Quand vous voyez que la Pologne propose à l'Ukraine de prendre la Galicie pour la protéger, soi-disant, des Russes, on voit se réveiller les vieux fantômes européens. L'histoire se répète tout le temps, en fait. Et comme on a affaire à des dirigeants incultes, personne n'est capable de le comprendre. En fait, il suffit de lire l'histoire pour comprendre un peu ce qui peut se passer demain. Voilà, mais soyons modestes, humbles et prudents, parce que nul n'est certain de ce qui peut se passer demain. Oui. On a vu là, ces derniers jours un regain de tension entre la province du Kosovo et la Serbie, avec des déclarations quand même assez fortes serbes. Le président Vučić. Oui, voilà. Et d'un ministre des Affaires étrangères aussi. Oui. Et moi,
je voulais savoir quel était l'intérêt profond, en fait, à part peut-être simplement, peut-être que je vais faire la réponse dans la question, pour les Américains d'installer une base au Kosovo. Alors la base au Kosovo, elle est très ancienne, puisque moi j'ai vu de mes yeux vus les fondations. J'ai vu, j'étais en hélicoptère, en survol hélicoptère, au-dessus de la région de Gnilane, dans le sud du Kosovo, quand j'ai vu une espèce de grande roue formée par les camions américains, un peu comme la conquête de l'Ouest avec les chariots. Là c'était les camions modernes, et où ils dessinaient en fait la zone d'implantation de Cormancy, qui avait dû déjà être préparée de longue date. Alors c'est un porte-avions au milieu des Balkans pour eux. C'est une zone où ils peuvent transiter. Il y a eu des transits de prisonniers afghans, il y a du transit de drogue, il y a du transit de tas de choses qui leur permettent d'armes, bien sûr, d'êtres humains, j'en suis convaincu aussi. Et tout ça avec une discrétion remarquable. Voilà. Alors ça c'est le... Mais si vous voulez, c'est stratégique au sens où ils ont une position centrale dans les Balkans, tout près des routes énergétiques les plus importantes, pour pouvoir les contrôler en cas de besoin, etc. Il y avait quand même une rumeur assez forte qui courait, comme quoi en fait c'était aussi la base arrière de formation de djihadistes pour le Moyen-Orient. Alors, très honnêtement, ça je ne sais pas, mais je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est vrai, c'est que les djihadistes pour la Syrie et l'Irak se sont largement formés au Kosovo et en Bosnie, dans les zones musulmanes. Donc, alors au Kosovo, c'est quasiment... les Serbes sont dans des enclaves, hein, ils sont comme dans des réserves d'Indiens. Les Serbes sont parqués aujourd'hui, sauf dans la partie nord qui est un peu à part, au nord de Libar, mais au nord de la rivière qui traverse Mitrovica, au nord de la province. Mais sinon, oui, bien sûr, je vous dis, le Kosovo a été le record en pourcentage de djihadistes engagés en Irak et en Syrie pour y tuer des chrétiens. Oui. Oui, vous disiez tout à l'heure que vous pensiez que la Russie allait gagner. Mais pour ma part, je pense que les Américains ont déjà gagné. Oui, oui. Leur objectif, c'était la Russie de l'Europe. Vous avez raison. Attendez. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau stratégique. Les Américains ont gagné, c'est évident. Parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est interdire à la Russie de faire partie de l'Europe. Je vous rappelle que personne... Poutine est un occidentaliste. Oui, oui. Peu de gens savent que Poutine avait demandé l'intégration à l'Union européenne, peu de temps après son arrivée au pouvoir, et peu de gens savent qu'il avait même demandé son intégration à l'OTAN. C'est le comble quand même. C'est le comble. Donc on en a fait un anti-occidental, Poutine. Vous avez raison de dire, il était occidentaliste. Il demandait qu'une chose, c'était... Rappelez-vous, même quand Macron est arrivé au pouvoir, rappelez-vous, il a eu... Moi, je me suis mis à espérer à un moment donné, quand il a invité Poutine à Versailles, et qu'il l'a reçu. Bon, après, il lui a dit des choses désagréables dont il aurait pu se priver, parce que ça n'avait aucun intérêt, mais rappelez-vous quand même ça. Donc, il a pu y croire. Ensuite, il y avait eu Hollande avec les Mistral, grave erreur, monumentale erreur, faute. Parce que la parole française n'est plus respectée. De toute façon, c'est piégé aussi dans la provocation que les Ukrainiens faisaient. Enfin, l'Ukrainien, c'est un groupe très particulier. Oui, de Galicie. Oui, bien sûr. L'origine on peut le dire. Et qui ont une population énorme au Canada et aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Les locros nostalgico-nazis, enfin, on peut les appeler comme on veut. Mais je suis d'accord. La guerre s'est arrêtée en 53. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas 45, c'est 53. Bien sûr. Et tout ça, c'est ignoré à la fois de nos dirigeants et des opinions occidentales. C'est pour ça qu'on raconte n'importe quoi. Alors, pour répondre simplement à la question, vous avez raison. Les États-Unis, à mon avis, ont d'ores et déjà gagné stratégiquement leur but initial qui était de couper la Russie de l'Occident. Ceci dit, ils ont maintenant un autre problème qui leur pend au nez, c'est qu'ils ont précipité Poutine dans les bras de Xi Jinping et qu'ils font émerger les BRICS de manière extraordinaire. Je connais bien l'Iran, où je suis allé souvent
ces dernières années, où j'ai rencontré un certain nombre de dirigeants de haut vol. Je peux vous dire qu'on est en train de constituer une alliance de fait militaire colossale. L'OTAN en face, c'est rien. Hein. Je peux vous dire que c'est rien. C'est pour ça que je disais que la guerre est gagnée de l'autre côté, parce que l'OTAN, on ne fera tuer aucun soldat américain pour l'Ukraine. Hein. On préférera faire tuer Zelensky d'un accident d'hélicoptère ou d'un accident d'autobus. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les Américains ne veulent surtout pas que Poutine change. Il faut qu'il reste là. Ben, parce qu'il peut y avoir autre chose. Il peut y avoir autre chose que Poutine. Poutine est un modéré. Je suis désolé de dire ça. Les gens me prennent pour un poutinolâtre. Je me suis fait traiter de poutinolâtre par l'amiral Chevalreau. Regardez un peu ses écrits, etc. Et je suis désolé, non, je pense que c'est objectif de regarder les choses comme elles sont, et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Mais donc voilà pour répondre à cette question. À côté de ça, je pense que tactiquement, sur le terrain, l'armée ukrainienne est défaite et l'OTAN n'arrivera pas à maintenir sous perfusion cette armée ukrainienne qui est aujourd'hui hachée au plan humain. C'est abominable, les pertes humaines. Bakhmout, c'est pas loin de 50 000 morts côté ukrainien. C'est épouvantable, on peut dire. Donc, et j'ai des jeunes, et des jeunes qui souvent ne sont pas formés parce qu'on a tout le temps de les former. Donc on les envoie. J'ai vu qu'il y avait un décret la semaine dernière que Zelensky mettait à 16 ans l'âge de la mobilisation pour le front. 16 ans, des gamins. Hein. Bon, à 16 ans, certains sont plus mûrs que d'autres, mais franchement, à 16 ans, envoyer des garçons au hachoir, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est terrible. Oui. Merci pour votre témoignage qui est très intéressant, mais j'ai l'impression que dans notre monde, on parle des États-Unis, on parle de la Russie, on fait de la géopolitique, des analyses de bonsoir, mais en fin de compte, vous avez très justement centré ça sur la France. Aujourd'hui, la France, à part effectivement regarder ça du point d'œil, est-ce qu'on ne se retrouve pas en URSS 2.0? Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui sous le régime de Vichy et plutôt que maintenant de faire de la... Qu'est-ce qu'on peut faire à notre humble niveau aujourd'hui? On est 20%. Je vais vous dire, le problème c'est le matraquage des opinions qui est faramineux en fait. Même dans nos familles. Moi j'ai quelques exemples dans ma famille proche. De gens qui me disent que je tiens des propos absolument scandaleux, etc. Donc, la réalité, moi, ce que je vous dis là, ce soir, en toute humilité, c'est ce que je tire de mes presque maintenant 40 ans de vie active, dont 26 ans dans l'armée et 23 dans la vie civile. Bon. Donc, ça, c'est mon expérience qui me permet de dire ce que j'en pense. Après, je peux me tromper sur tel ou tel point, mais je crois fondamentalement que sur la ligne générale, je pense que c'est dans le vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous dire, inlassablement, il faut essayer de prendre la parole et expliquer les choses aux gens, sans agressivité, sans acrimonie, de la manière la plus convaincante et étayée possible, parce qu'il y a des gens très bien qui ont des idées contraires, et c'est pas de leur faute. Ils ont été habitués à entendre une doxa dont ils ne sortent pas et qui les amène à imaginer qu'il y a un camp du bien. J'ai entendu ça encore de gens intelligents. C'est le camp de la démocratie, c'est le camp de la liberté, c'est insupportable d'agresser son voisin. Oui, bien sûr, il y a des raisons à tout ça. Et quand ce camp de la liberté, ce camp de la démocratie est le premier à agresser l'autre, avec un rapport de force épouvantable, je prends le cas de la Serbie en 1999, tout l'OTAN était contre la pauvre petite Serbie, hein, tout l'OTAN. Hein, et la France a participé à ça. Donc je pense que notre problème, il est politique. Pour résumer les choses comme je les pense, il est avant tout politique. Donc tant que nous aurons une politique de décadence, eh bien nous irons vers le précipice de manière inéluctable. Et le jour où nous nous réveillerons collectivement, c'est pour ça que je pense qu'il est fondamental que les Français de différentes chapelles, si je puis dire, je vous dis, je pense à des exemples très précis, mais
que les Français se rassemblent pour l'amour du pays, pour la sauvegarde du pays, parce que c'est urgent, c'est le salut du pays qui est en cause maintenant. On le voit avec la dégradation des mœurs, on le voit avec l'immigration galopante, avec une population qui ne veut pas s'intégrer, on le voit avec le wokisme qui nous débarque des États-Unis d'Amérique, on le voit avec la théorie du genre, on le voit avec... Je veux dire, les exemples sont maintenant multiples et catastrophiques quand même. Donc il est temps de faire taire nos petits égos, il est temps de faire taire les égos des chefs. Quand j'en rencontre un ou deux de temps en temps, c'est le message que je leur fais passer. Je leur dis, écoutez, c'est gentil, mais cette guerre de micro-partis, les uns à côté des autres, c'est dépassé. Il faut se rassembler. Hein. Voilà. Moi, je ne donne pas de recettes extraordinaires, je fais qu'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est mon sentiment profond aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état on va laisser ce pays à nos... C'est même plus nos enfants, c'est nos petits-enfants. Hein. Et moi, ça me réveille la nuit, voilà, vraiment. Hein. Voilà. Oui. Quelle est votre analyse de la position de la Chine dans ce conflit? J'ai pas compris. Quelle est votre analyse de la position de la Chine, des positions? Ah, de la Chine. La Chine, elle travaille pour ses intérêts. La Chine, c'est un empire, c'est une grande puissance qui est émergente depuis pas mal d'années, mais qui rattrape maintenant sacrément le peloton de tête, si elle n'est pas déjà dans le peloton de tête, et si elle n'est pas déjà en tête du peloton de tête. Donc la Chine, elle travaille pour ses intérêts. Donc elle sait très bien qu'elle a un adversaire majeur, parce qu'il est désigné comme tel. Elle est désignée comme telle par lui, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc on a un affrontement Est-Ouest, entre guillemets, pour utiliser les choses. Et Xi Jinping est un empereur de Chine, hein, et il mène une politique d'un empire. Mais en face, il a un empire défaillant, l'empire américain est défaillant, divisé contre lui-même, et tout empire divisé contre lui-même finit par périr. Donc moi je pense qu'on est à l'aube de grands changements majeurs au plan géopolitique et mondial. C'est évident. Alors oui, la Chine c'est un sacré problème. Hein. C'est plus combien de milliards de Chinois, et une puissance qui a parfaitement profité des avances technologiques des autres, avec des méthodes d'acquisition d'informations redoutables, etc. Mais aujourd'hui la Chine c'est un sujet majeur. Donc Poutine a choisi la Chine. Non, il n'a pas choisi la Chine, il a été poussé par nous vers la Chine. C'est nous qui l'avons mis dans les bras des Chinois. De même que... Alors après, il y a des puissances d'équilibre. Il y a l'Inde, bien sûr, qui fait partie des BRICS. Il y a l'Iran, qui est une puissance colossale, qui dort encore, mais qui se réveille, avec des réserves gazières phénoménales et une population de 80 millions d'habitants, et de gens formés, intelligents, etc. Donc, moi je pense qu'on est à la veille, enfin, le grand changement a démarré. Hein. Qu'est-ce qui va en sortir, je ne sais pas. Mais c'est évident que la Chine, c'est un sujet majeur. Ça nous semble très loin, nous, Européens de l'Ouest, mais c'est à nos portes, c'est évident. Donc il n'y a rien à espérer de l'Europe. Alors l'Union européenne, on m'a demandé, j'ai un ami connu qui m'a demandé mon avis sur le Frexit, etc. J'ai dit, moi je ne sais pas si c'est le Frexit ou la refonte complète de ce machin, parce que c'est un machin maintenant, qui ne sert à rien et qui nous tue petit à petit, tue les identités des peuples européens, des nations européennes, tue nos libertés, tue notre souveraineté, etc. Donc, est-ce que c'est Frexit ou est-ce que c'est purement et simplement, ou est-ce que c'est l'explosion du système européen? Moi, je salue le courage de la Hongrie, la petite Hongrie d'aujourd'hui, avec Viktor Orban, qui se rebelle contre ce système tentaculaire qui n'a aucune légitimité. Ursula von der Pfizer, comme j'aime l'appeler, n'a aucune légitimité. C'est une caricature, c'est une marionnette en chef d'un système qui est en train de nous tuer à petit feu. Donc, non, il n'y a rien à attendre de l'Union européenne. Techniquement, on peut sortir de l'OTAN, et dans quelles conditions
Alors ça c'est une très bonne question, si je peux me permettre, mais l'erreur faite par Sarkozy a été de rejoindre le commandement intégré. Donc tout ça est très clair. Je crois même que, non, je ne les ai peut-être pas là, mais le fait d'être dans le commandement intégré nous oblige à une solidarité militaire avec les alliés. Le fait de ne pas être dans le commandement intégré nous laisse une grande liberté de manœuvre. C'était l'idée de Gaulle, qui n'était pas particulièrement favorable aux Américains, en 1966, quand il a quitté le commandement intégré. Et Sarkozy, qui à mon avis est un parfait vassal des Américains, a choisi de rejoindre le commandement intégré. Et c'est drôle parce qu'en fait, ça faisait suite quand même aux années préparatoires de Chirac. Chirac, il a fait un peu tout et le contraire, un peu comme Macron d'ailleurs. Hein. Il a à la fois tenu tête pour l'Irak, la guerre du Golfe, et en même temps, il est allé, il s'est joint joyeusement au concert otanien en Yougoslavie, en Serbie. Bon. Mais l'OTAN, donc, première urgence, à mon avis, quitter le commandement intégré de l'OTAN. Alors, et complètement, oui, avec, je dirais, des paliers de désescalade, si je puis dire. Parce qu'il y a, progressivement, parce qu'il y a des questions techniques, il y a des questions d'interopérabilité, il y a des questions d'appui mutuel, il y a des questions de dépendance technologique, il y a un certain nombre de choses. Donc, moi, je suis partisan de quitter l'OTAN. À un moment donné, il le faudra bien, parce que cette organisation ne devrait plus exister. L'OTAN avait été créé en 1949 face au danger de l'Union soviétique communiste. Bon, il n'y a plus de pacte de Varsovie depuis longtemps, etc. Et l'OTAN survit, et non seulement survit, mais s'est transformé de posture défensive en posture offensive. Et aujourd'hui, l'OTAN est une organisation agressive. Je suis désolé, mais ça fait 25 ans. Hein. Comme disait Portalis, on détruit bien que ce qu'on remplace, on pourrait la remplacer par quel type d'alliance? Une alliance russe? Mais je pense que, avant toute chose, il faut penser à nos intérêts à nous, Français. Et donc, les accords bilatéraux me semblent être une très bonne formule, cas par cas, en fonction d'un schéma politique et d'une stratégie générale qui me fait complètement, cruellement défaut aujourd'hui à la France. On n'a plus de diplomatie, on n'a plus de stratégie globale, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc la vraie question, elle serait là, mais elle dépend encore une fois du politique. Quelle est le politique que nous voulons pour la France? Et pour le moment, on est dans un brouillard absolu et un peu dans la désespérance, surtout pas la désespérance, mais voilà. Alors pour revenir à l'OTAN, il faudrait sortir rapidement du commandement intégré, ce serait un bon signal. Tous ne sont pas d'accord avec ce que je dis, hein, mais moi je le dis. Et puis ensuite, il faut mettre en place la désescalade pour une sortie programmée de l'OTAN sur quelques années, de manière paisible, et en remplaçant tout ça par... Ce serait très ambitieux de mettre en place un système de sécurité européen. Il faudrait à ce moment-là qu'il intègre la Russie, mais il faudrait qu'il intègre aussi la Pologne, les États baltes, qui ont quand même un peu un problème avec la Russie, je dirais, psychologique et historique. Hein. Voilà, donc, mais bon. Est-ce que la France pourrait passer un accord bilatéral avec la Russie? Mais bien entendu. Du jour au lendemain. Mais pourquoi? Donc si on quitte le commandement intégré de l'OTAN, on peut très bien passer des accords avec les Russes. Mais bien entendu, comme avec d'autres pays, on a des accords bilatéraux avec la Grande-Bretagne, on a des accords bilatéraux avec l'Allemagne. Je ne dis pas que c'est bien, mais je pense que c'est important d'avoir un certain nombre d'accords à notre disposition. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas d'accord, par exemple, sur la politique antimissile de l'Union européenne et de l'OTAN. La France peut avoir une position à part, on devrait avoir une position à part. On ne peut pas parce qu'on est noyé dans le mainstream. Voilà. Oui. La fin peut-être de la guerre, la fin rapide de la guerre Ukraine-Russie, parce que les Américains, pour des raisons soit financières, soit politiques, électorales ou autres, soit politiques avec l'élection l'an prochain, volonté peut-être d'en terminer. Mais nous, Européens, l'an prochain, nous avons les élections européennes. Oui. Est-ce qu'à votre avis, les partis politiques français, enfin les hommes politiques français vont sortir du bois? Parce que pour l'instant, ils sont à peu près tous sur la même ligne, avec peut-être différentes
États sont quasiment tous à peu près sur la... Ils n'osent pas s'appuyer. Il y a quelques voix dissonantes quand même, un petit peu dissonantes. Bon, le problème, c'est qu'elles représentent pour le moment ce qu'elles représentent. Donc, oui, on n'est encore pas beaucoup. On n'est encore pas beaucoup, mais cette occasion, ça pourrait... c'est la question que Madame posait à l'instant, c'est que faire du machin européen? C'est vrai que c'est insupportable de voir que nous sommes aujourd'hui soumis à un gouvernement supranational qui n'a aucune légitimité, qui n'a aucun fondement autre que celui de servir les intérêts de ses maîtres américains. Je ne suis pas anti-américain primaire systématique, hein. Je suis devenu anti-otanien, ça oui, à force. Mais... Elle dit que la problématique, c'est la politique. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que la problématique, c'est la finance? Oui, bien sûr, mais la finance ne commande pas tout. Je pense que la finance doit être soumise à la politique, et on est dans un système où c'est l'inverse, aujourd'hui. Mais pour qu'on puisse marcher sur nos deux jambes, il faut avoir une tête, et une tête qui domine les outils que sont la finance ou autre. Et ça je comprends très bien ce que vous voulez dire, hein, mais on est victime d'un système qui a été mis en place dès 1945, en fait, aujourd'hui, et dont on subit les effets dramatiques, ravageurs, mais il faudrait reprendre le contrôle de la finance. Alors, François Hollande l'avait prétendu à une époque, vous avez vu ce que ça a donné. Ah, mais moi je plaisantais là. Mais vous ne pensez pas que les Américains préféreront avoir une guerre que de voir le dollar s'effondrer? Alors ça c'est un vrai sujet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est engagé dans la dédollarisation. Les États-Unis rentrent dans une phase extrêmement difficile pour eux, et bien entendu je pense qu'il y a parmi eux des faucons, des fauteurs de guerre, qui pensent que le meilleur moyen de relancer la puissance américaine, par l'économie de guerre d'ailleurs, hein, c'est de provoquer cette guerre. Alors ça c'est évident, mais en même temps, je ne suis pas persuadé qu'ils aient très envie de faire tuer beaucoup de GI, vous voyez. Donc les proxys c'est bien. Pardon? Vous ne pensez pas qu'ils vont passer par les Polonais? Oui, mais les Polonais, regardez la population. Ça c'est les infos que j'ai de Pologne. La population polonaise est en train de se dire oh là là, elle est en train de se faire embarquer. L'intervention polonaise en Ukraine, ou en Biélorussie, est appuyée par 150 000 soldats de l'OTAN. Oui, mais des soldats disparates. Vous savez, quand moi, ça m'amuse, enfin, c'est mes camarades, c'est l'armée française, je les aime comme des frères. Hein. Nous les aimons comme des frères. Mais bien sûr, mais quand je vois ce groupement interarmes déployé en Roumanie, etc., je suis malheureux pour eux, parce que qu'est-ce qu'ils représentent? C'est quelques centaines d'excellents soldats, j'en doute pas une minute, mal armés, mal équipés, ou en nombre insuffisant, échantillonnaires, comme l'a dit je ne sais plus qui récemment, pauvre armée française. Je veux dire, nos grands chefs, le général Burkhardt, le CEMA, ou le général Schill, le CEMAT, l'ont reconnu. Nous n'avons absolument pas les moyens, l'armée française aujourd'hui n'a absolument pas les moyens de se lancer dans un combat de haute intensité. Donc si vous voulez, vous mettez à côté de nous les Finlandais, les Moldaves. C'est ça la question. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe veut assouvir son pouvoir, sa population, par les politiques européens, via la guerre, en se fichant pas mal du nombre de morts qu'il va avoir en face? Oui, si vous faites allusion à la caste qui gouverne actuellement l'Union européenne, et qui n'est simplement que les proxys des Américains, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Ah ben oui, mais je veux dire, le problème, il est donc politique, si vous voulez, avant toute chose. Je reviens à mon politique d'abord. Pas dans ces lieux pour des référendums. À l'argent d'abord, parce que c'est parce qu'à cause de l'argent qu'ils vont perdre, qu'ils veulent faire la guerre. Oui, on peut dire ça, bien sûr, mais c'est évident, c'est une des explications les plus claires, c'est évident. Un des problèmes des États-Unis aujourd'hui, c'est sa masse monétaire. Parce qu'ils ont toujours fait fonctionner, ça fait 50 ans qu'ils font fonctionner la planche à billets, la planche à billets. Une monnaie, il faut qu'elle ait une contrepartie, il faut qu'elle ait une valeur. Cette contrepartie, pour les États-Unis, ça a toujours été sa puissance militaire, sa capacité à pouvoir se projeter n'importe où, n'importe quand. Donc en fait, c'est crucial pour eux, parce qu'en définitive, ne plus arriver à se projeter, c'est aussi reconnaître implicitement qu'économiquement, il va faire. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que la puissance américaine, elle venait par le dollar, par le fait que tous
les Tout était dollarisé. Voilà. Et sujet à l'extraterritorialité et sujet aux sanctions. Enfin bon, ça c'est un débat. Peut-être une dernière question, puis après justement on peut peut-être échanger tous ensemble. Oui. Une dernière, et puis on y va. Je voudrais poser une question par rapport à tout ce que les Russes ont chopé en officiers supérieurs, c'est-à-dire des colonels, des généraux, etc., américains, anglais, etc. Qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de ça? Parce que, pour moi, c'est juste la preuve que ce n'est pas l'Ukraine qui se bat contre la Russie, puisqu'il y a des milliers d'officiers supérieurs qu'on a chopés qui ne sont pas ukrainiens. Pour moi, c'est la preuve que c'est les États-Unis qui font la guerre à la Russie. Donc, voilà. Donc, c'est un billard à 3 bandes, là. C'est pas un billard à 2 bandes. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, moi j'ai entendu toutes ces questions, hein, depuis le début d'ailleurs, depuis Mariupol, etc., la capture d'officiers de l'OTAN, etc. J'en ai aucune preuve, hein. Ni côté russe, ni côté allié. Aucune preuve. Est-ce que c'est pas gardé secret, justement? Je ne pense pas qu'on puisse garder ça secret très longtemps, si vous voulez. Que ce soit des morts ou des prisonniers, il y a des familles derrière. Alors, ça dépend des endroits. En Ukraine, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un gros maquillage. Hein. Les familles ne sont pas informées des morts parce que ça va trop vite et qu'il y en a trop. Donc le pouvoir a choisi une politique un peu de brouillard et de silence. Mais c'est pas possible dans nos pays occidentaux. Donc moi je me souviens très bien de l'affaire de Mariupol, où on me disait il y a des officiers français parmi les... j'ai quelques contacts, vous pouvez vous douter, dans les bonnes unités de l'armée française. Si c'était le cas, je l'aurais su. Donc pour moi, il n'y en a pas. Voilà. Il y a peut-être eu des pertes, mais très limitées, pas du tout comme... Alors, il faut dire aussi que c'est quand même une guerre de propagande des deux côtés. Hein. Les Russes ont raison aussi de rajouter leur couche personnellement pour défendre leur cause. Mais je crois qu'il y a beaucoup de désinformation des deux côtés, en fait, en réalité. Donc, il faut se mettre dans la posture où l'information, il y a une guerre de l'information. Une guerre d'information, donc ça veut dire que alors les faits les plus saillants, c'est les crimes de guerre, parce que ça interpelle tout le monde. Et puis c'est abominable. Hein. Personne ne peut justifier les crimes de guerre. Mais on sait très bien que depuis que le monde est le monde, que l'homme est l'homme, qu'il y a des guerres sur cette planète, il y a des crimes de guerre, il y en a toujours eu. Et ce n'est pas une affaire d'un camp ou d'un autre. Bon. Donc après, je peux vous dire, moi j'ai vu des choses atroces de gens, voilà, des deux côtés en fait. Hein. Quand la barbarie se réveille chez l'homme, elle n'a pas de frontières. Hein. Donc il faut être très prudent avec tout ça. Voilà. Je dis parce que je n'ai pas d'éléments concrets, réels, sur ce que vous avez évoqué comme question. Je ne peux pas vous en dire plus. Ouais.